On disait qu'elles sont ennuyantes, on disait qu'elles détruisent les relations, on disait qu'elles affectent nos relations. Ces machines, ces devices, comme on dit en anglais, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et autres, qui hier étaient vus comme des ennemis de la relation humaine. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des outils qui sauvent des vies, surtout en cette période de confinement total chez certains et confinement partiel chez d'autres, mais également dans cette période où la distanciation sociale est un mot d'ordre dans notre société qui est guettée, ravagée par le coronavirus ou le Covid-19, ce virus qui ne cesse de balayer des vies humaines dans les quatre coins du monde. Ce soir, nous allons savoir l'importance de ces outils informatiques. Comment est-ce que ces outils sont utilisés pour le bien de la médecine en cette période où, je vous disais, il est question de la distanciation humaine ou sociale, comme on dit. Ce soir, je serai avec des spécialistes ici sur notre plateau. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Nsinga Muhoza. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Vous êtes responsable de Babil Rwanda, c'est ça? Je suis médecin directeur chez Babil Rwanda. Chez Babil. Vous avez également un CEO ou un PDG, quoi. Tout à fait. D'accord. Nous serons également avec d'autres intervenants à partir d'ici au Rwanda. Nous serons avec le docteur Vincent Sezibera. Il est psychologue. Pourquoi avoir un psychologue avec nous? C'est surtout l'arrivée et la résistance que cette médecine, télémédecine, a eue dans nos sociétés, avec la peur de se confier à des individus qui sont loin de nous par rapport à la médecine classique que nous avons connue. Quelles sont les raisons qui font à ce que les gens puissent résister? Nous allons en savoir plus, surtout les raisons psychologiques. Nous aurons également le docteur Elie Rwahimba. Elle est rwandaise, médecin en France où elle pratique en France et elle va également nous en dire un peu plus. La France, un des pays qui sont frappés de plein fouet par le Covid-19. Elle va nous dire en cette période particulière quelle est l'importance de cette médecine à distance et comment est-ce qu'elle est utilisée dans cette bataille contre le Covid. Mais avant d'aller loin, je suis avec mon invité ici avec qui je vais tout d'abord discuter. Docteur Patrick, vous êtes là depuis combien? 3, 4 ans? Babil a débuté au Rwanda en septembre 2016. Cela va bientôt faire 5 ans que nous pratiquons la médecine à distance ici au Rwanda. C'est une médecine qui est arrivée dans une situation différente de celle que nous vivons. Ça a pris quand même du temps pour que les gens puissent comprendre de quoi s'agit-il. Comment on peut se faire consulter par un spécialiste qui est à des kilomètres de chez nous? Merci beaucoup pour cette question intéressante. Le fait est qu'au Rwanda, tout comme de par le monde, nous avons peu de médecins et peu d'infirmières. Quand vous regardez la population que nous avons vis-à-vis le nombre de professionnels de santé, il est difficile de couvrir les besoins en matière de santé. Voilà l'une des raisons pour lesquelles des gouvernements tels que le gouvernement du Rwanda a mis en place des programmes qu'on dirait non conventionnels, qui sont les agents de santé communautaires, mais aussi l'apport de la technologie. Comment peut-on utiliser la technologie pour que les peu de médecins que nous avons puissent servir le plus de patients possible en s'aidant de la technologie. Voilà pourquoi nous sommes ici au Rwanda. Depuis que nous avons débuté nos services en 2016, comme je disais, nous avons déjà pu, en moyenne, nous recevons plus de 3500 patients par jour. 3500 patients par jour. 3500 patients par jour. Nous couvrons des patients qui sont assurés par la mutuelle de santé et la RAMA, mais aussi ceux qui désirent payer en dehors de toute couverture d'assurance. Mais il faut dire, quel que soit le tarif, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent vos clients ou vos patients, disons les choses comme elles sont, ça n'a pas été toujours facile. Je parle de cette
de ce rapport entre un médecin avec le patient qui l'approche. Les choses sont allées plutôt dans l'autre sens. C'est le médecin qui vous trouve chez vous. Tout à fait. Il est vrai que nous autres qui avons appris la médecine, qui avons fini dans les années 2000, nous avons été éduqués dans le sens où, ou même avant, nous avons été éduqués dans le sens où nous devions nous mettre dans un bureau et attendre que le patient nous arrive. Le chemin n'a pas été pavé de roses depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu Il y a eu quelques challenges. Je vais en citer quelques-uns. La pénétration de la téléphonie au Rwanda, quand nous avons commencé en 2016, nous avions une pénétration de 70%, qui est la téléphonie en général. Mais quand vous parlez de smartphone, nous avions un peu moins de 10%. À cela, vous devez ajouter le taux de personnes pouvant lire ou écrire au Rwanda. Cela constituait un second niveau de challenge. Mais aussi le fait que les patients étaient habitués à aller dans un centre de santé, dans un hôpital, dans une clinique et trouver un médecin portant une blouse blanche, un stéthoscope au cou, et leur dire que la même consultation pouvait se passer au téléphone. Cela pouvait paraître pour de la magie et cela se comprend. Cela a pris du temps, cela a pris quelques années, mais nous pensons que maintenant nous sommes à un niveau où la population rwandaise comprend que pour des pathologies simples, pour des symptômes simples, il n'est pas nécessaire d'aller passer des heures attendant d'être reçu dans une clinique. Vous pouvez juste composer un code et avoir une consultation à travers le téléphone. On va continuer le débat, surtout avec l'approche que vous avez ici au Rwanda, mais cette médecine, elle nous est venue d'ailleurs principalement en Occident, où faut dire, les infrastructures sont un peu plus avancées, un peu plus développées, mais cela n'a pas été sans conséquences. Par la magie de Skype, je pense que nous sommes avec le docteur Elie, qui est rwandaise. Elle pratique en France. Docteur Elie, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va en ces temps de crise, de pandémie du Covid-19, avec la France notamment, un des pays qui enregistre le plus gros nombre de victimes? Oui, ça va, on essaie de rester positif et de se faire face à cette pandémie. En restant vigilant et prudent, mais sans céder à l'angoisse ni à la détresse. Ça, c'est l'optimisme d'un médecin? Oui, c'est l'optimisme d'un médecin, mais aussi d'une citoyenne qui est là, qui se bat et on garde espoir qu'on va la vaincre. On commence à voir quelques petits résultats. C'est encore discret, mais on y croit. Docteur, j'en parlais dans mon introduction ou dans la première partie de notre discussion de la soirée. Je parlais du rôle de la télémédecine aujourd'hui. Nous savons que parmi les recommandations que vous, médecins, vous recommandez à nous autres, en tout cas au monde, c'est de rester à la maison et surtout d'observer la distanciation sociale. Une des méthodes aujourd'hui qui marche ou qui donne des résultats. Mais il faut dire également qu'il y a cette distanciation sociale qui est également à observer. C'est là même qu'intervient cette médecine, cette télémédecine. Chez vous en France, en cette période où nous savons il y a un manque criant du personnel qualifié par rapport au nombre de victimes que vous avez. Est-ce que la télémédecine, elle est aujourd'hui vue comme un des moyens de pouvoir procéder à pouvoir utiliser dans cette période où en tout cas ce n'est pas facile de faire la consultation? Alors, avant même la pandémie, il y a certains confrères qui pourraient à la téléconsultation. Et donc, c'est quelque chose qui était connu, mais où on allait quand même
doucement, avec crainte que l'ordinateur puisse remplacer le médecin. Là, depuis le confinement, on a été quelque part contraint à recourir à ces techniques. Étant donné que dans les salles d'attente, les patients sont collés les uns aux autres, il y avait un grand risque d'attraper cette épidémie, cette infection. Et donc, on a été obligé de passer à la téléconsultation et c'est quelque chose qui marche. Au début, il y avait quelques difficultés qui sont résolues au fur et à mesure, jour après jour. Et là, ça se passe de plus en plus, de plus en plus. Justement, j'étais en train d'observer les chiffres ici. Il y a quelques jours déjà que la France a dépassé la barre de 10 000 victimes. Les patients à l'hôpital ou dans les hôpitaux, n'en parlons pas, surtout dans les urgences. Mais docteur, nous parlons du Covid-19. À côté du Covid-19, il y a d'autres maladies, d'autres urgences qui sont encore là, avec lesquelles il faut faire. Oui, parce que des fois, on oublie qu'il y a d'autres pathologies. Il y a des personnes meurent d'autres maladies. Donc, on ne peut pas oublier qu'avant le Covid-19, les gens étaient malades et que ça reste la même chose. Donc, on peut avoir des victimes collatérales à cette épidémie si on ne fait pas attention. Donc, il faut rester vigilant, rester à l'écoute et disponible à ces patients qui ont besoin de nous. Donc, on ne peut pas les lâcher comme ça dans la nature. Et donc là, on dit merci à la télémédecine parce que ça nous permet de rester en contact. L'exemple même du Covid-19, au lieu que les patients se déplacent et qui transmettent l'infection aux personnes qui sont saines, ce qui se passe, c'est que le médecin généraliste, ici c'est des médecins de famille, qui est en contact avec le patient et c'est le médecin de ville qui va juger urgent et qui va contacter les services d'urgence pour adresser le patient. Mais le patient reste chez lui. Et du jour au jour, le médecin va suivre l'évolution du malade chez lui. Donc, c'est quand même une technique qui a beaucoup servi pendant cette période de pandémie. Docteur, là nous parlons carrément de cette période, mais vous ici au Rwanda, vous parliez de vos débuts en 2016. Quels ont été les moments difficiles de cette acceptation, de cette nouvelle approche? Tout à fait. Chez les patients. Tout à fait. Le changement de comportement chez les patients et dans la population en général est un processus qui prend beaucoup de temps. Ça prend des années pour éduquer un patient qui avait l'habitude de chercher les soins de santé dans une clinique, dans un hôpital, et lui dire que la même chose pourrait arriver à travers le téléphone. Ça prend du temps, mais aussi il y a les challenges propres à la technologie même que nous utilisons en termes, comme je disais, de la pénétration en téléphone, en termes du niveau d'éducation de la population, mais aussi en termes de la législature. Par exemple, nous parlons ici d'une technologie nouvelle. Nous n'avions pas l'habitude d'utiliser ce genre de technologie pour voir les patients en soins médicaux. La loi, par exemple, ici au Rwanda, dit que vous ne pouvez pas publiquement, ouvertement, faire la publicité d'un service de santé, par exemple. Mais quand vous parlez d'une technologie nouvelle comme celle-ci, si vous n'en parlez pas, alors les gens ne sauront pas qu'elle existe. C'est ce genre de difficultés auxquelles nous nous sommes rencontrés, mais progressivement, en travaillant main dans la main avec les autorités du Rwanda, nous avons pu en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Autre chose, c'est que traditionnellement, nous savons également cette relation qui peut se développer, qui peut
le contact physique entre un médecin et un patient, ce contact physique peut être source même du début de la guérison chez certains, vu le premier contact ou le contact que vous avez. Est-ce que les gens, par exemple, comme on voit dans nos images, dans votre call center, c'est ça, les images que nous avons en vue, ces images, on a des patients qui parlent quasiment à des inconnus. Est-ce qu'il est beaucoup plus facile de s'ouvrir, par exemple, comme on peut s'ouvrir dans un bureau de consultation d'un médecin, d'un tel médecin, pour lui dire vraiment ce qui vous a amené à l'hôpital? Tout à fait. Le niveau de difficulté est différent. Il est vrai qu'un médecin dans un bureau de consultation, le fait que le médecin se déplace pour ouvrir la porte au patient, qu'il lui prenne par la main, qu'il lui tape sur l'épaule et lui dire vous allez vous sentir bien, patienter, on va faire tout ce qu'il faut pour vous soigner. Cela aide le patient à se sentir mieux. Il y a cet aspect psychologique de la chose. Il est vrai que nous sommes limités par cet aspect-là. Ce qui fait que nous devons former nos médecins. Comment montrer au patient qu'au-delà de la ligne, vous êtes en train de sourire? Comment lui montrer que vous êtes en train d'essayer de lui apporter du réconfort à travers la ligne? Ça demande une certaine formation. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible. Peut-on soigner à travers le téléphone? Oui. Peut-on tout soigner à travers le téléphone? Non. Nous sommes les premiers à l'admettre, nous ne pouvons pas tout faire à travers le téléphone. Il y a un certain nombre de pathologies que nous pouvons soigner à travers le téléphone, mais il y en a d'autres pour lesquelles nous devons transférer le patient dans des meilleurs centres de santé. Parlons de ce qui peut se faire, de ce qui est faisable par téléphone. Quelles sont, par exemple, les pathologies que je peux dire connues du commun des mortels, beaucoup plus connues, qui sont facilement gérables par téléphone? Je ne dis pas facilement, mais gérables par téléphone. Je dirais que ce n'est pas tellement une question de pathologie, c'est une question de sévérité de la pathologie. C'est une question de la gravité des signes que le patient présente. Un patient qui se présente avec des signes, disons, d'une grippe simple, ce qui est d'à propos, vu la pandémie du coronavirus dont nous parlons. Un patient se présentant avec une toux, avec un écoulement nasal, cela va de soi. Et ça ne demande pas un examen physique poussé, ça ne demande pas des examens de laboratoire poussés, parce que la majorité des cas, c'est une pathologie virale qui peut être soignée à travers une consultation médicale de téléconsultation. Quand vous parlez d'une pathologie, disons une gastrite simple, avec juste des reflux d'acide, le patient, par ses explications, et le médecin, par une interrogation poussée, peut arriver à savoir que le patient souffre d'une pathologie simple qu'il peut soigner. Mais ce faisant, nous conseillons aux médecins, chaque fois qu'ils ont un doute, chaque fois qu'ils estiment que la pathologie est sévère, que le patient a besoin d'un examen physique ou d'un examen de laboratoire, de transférer le patient vers une structure de santé bien appropriée. Je pense qu'on peut rejoindre le docteur Elie. Docteur Elie, vous avez entendu certaines difficultés auxquelles sont confrontés les médecins ici au Rwanda qui pratiquent cette télémédecine. Quelle est votre situation là-bas? Quel type de résistance auquel vous faites face? Alors, là, actuellement, je dirais qu'on n'en a pas vraiment. Les patients sont contents déjà d'avoir un médecin, parce que là, tout est fermé. Il y a eu aussi des confrères ça leur a pris le temps vraiment pour se lancer dans la téléconsultation, avec la crainte qui est principe d'être remplacé par la machine. Il y a un détour de la médecine par d'autres techniques. Et du coup, il y a, comme disait mon collègue, le contact ou la relation patient-malade, c'est seulement l'ordonnance. Il y a aussi le côté psychologique, comme il disait, un patient qui vient vous voir, que vous recevez votre cabinet. Déjà, c'est une autre ambiance.
il sort de chez lui et chez le médecin. Le fait d'être chez le médecin, en lui déjà, il est traité avant même d'avoir le médicament. Et donc, il y a des malades qui préfèrent, même si je vais donner un exemple chez nous, où l'attente d'un rendez-vous, c'est 2 mois. Personnellement, c'est 2 mois pour avoir un rendez-vous avec moi. Donc, il y a certaines consultations que je propose, des consultations pour pouvoir sélectionner ceux qui ont vraiment besoin d'être vus au cabinet. Mais il y a certains qui me disent je préfère 2 mois que d'être consulté à travers un écran. Donc, c'est toujours le même problème de ce patient préfère venir voir dans mon clinique. Et donc, c'est les mêmes ici. Vous avez justement évoqué l'aspect psychologique. Qui y est mieux positionné pour parler de l'aspect psychologique? Nous sommes avec le docteur, le professeur Vincent Sezibera. Il est psychologue et enseignant à l'Université du Rwanda. En ce moment, il est au sud du pays, à Rouillé. Bonsoir, docteur. Bonsoir, professeur. Je pense qu'il a du mal. Bonsoir, Elisabeth. Justement, on parlait de cet aspect psychologique. Est-ce que c'est si facile ou quelles sont les difficultés pour un individu à se confier, par exemple, nous savons que les médecins sont liés à ce serment d'Hippocrate avec tout ce qui est lié avec, également ce secret qui doit caractériser leurs activités. Mais l'individu qui va chercher ou qui va faire la consultation par téléphone, quels sont les obstacles qui peuvent se dresser entre un patient, un médecin qui se trouve à des milliers de kilomètres, par exemple? C'est si facile de s'ouvrir à quelqu'un, par exemple, qu'on ne voit pas, à qui on parle juste au téléphone? Oui, merci beaucoup. Comme les autres collègues l'ont dit, la télémédecine, ça fait partie de la révolution technologique. Avec la technologie, il y a des avantages, comme il y a des inconvénients. Aujourd'hui, avec la technologie, on a accès facile à différents services. Aujourd'hui, on sait qu'on peut passer ses commandes via Internet. Tout devient accessible. Et je pense que le domaine de la médecine peut et se sert déjà de cette technologie pour donner service dans le domaine des soins de santé. Les avantages sont énormes. Et surtout aujourd'hui, on va dire, on est dans une situation d'une pandémie. On peut voir aussi la nécessité, l'importance de la télémédecine, ce qui peut même diminuer l'anxiété que les patients et les soignants peuvent avoir d'être exposés à des virus. Donc il y a autant d'avantages. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a aussi des freins et des obstacles. On peut d'abord considérer des obstacles, va-t-on dire, logistiques. Par la logistique, on va voir le téléphone en soi, l'ordinateur qui s'interpose entre les soignants et les soignés. Mais aussi l'ordinateur, le téléphone qui risque de remplacer les médecins avec un effet négatif, où par exemple les patients à la longue pourra se dire qu'au lieu de consulter le docteur Benoît, je peux consulter le docteur Google. Et il suffit de poser quelques mots dans Google et de poser un diagnostic probable et finalement se retrouver dans l'automédication. L'autre obstacle, c'est le cadre thérapeutique même.
la collègue qui est en France disait que il y a des patients, quand ils sont devant les soignants, les docteurs, avant même que le docteur n'ait ausculté ou prescrit quoi que ce soit, les contacts, l'accueil, l'attitude empathique du docteur. Et il y a même des patients qui vous disent, oui, le docteur ne m'a pas vraiment trop soigné, mais je me suis senti accueilli. Ça, c'est vraiment une limite. Comment la technologie permet aux soignants d'être empathiques, de bien comprendre les non-verbal, ce qui est exprimé par les visages, mais pas par les mots. Comment pouvoir détecter et comprendre les non-dits, valider, mais il y a aussi des patients qui ont besoin de, je veux dire, des bénéfices secondaires de ces contacts avec les soignants, ou les patients qui voient les médecins sourire, valider, clarifier, et les patients de dire, ah, j'ai l'impression que je suis compris. C'est autant des bienfaits, des bénéfices, mais également qui structurent même les cadres thérapeutiques, qui risquent de ne pas être vraiment présents quand on se sert de la télémédecine. Et il y a aussi l'obstacle que je vais dire éthique. On doit toujours avoir à l'esprit la question de la confidentialité. Entre le médecin et le patient. Anonyme quand on consulte, quand on est dans un bureau de consultation. Il y a la confidentialité, mais aussi c'est anonyme, ce qui rassure les patients. Quand est-ce que le patient est rassuré que la conversation, ce n'est pas seulement entre les soignants et les soignés, quand on sait qu'entre les deux, il y a tout un arsenal de technologies, avec le risque d'enregistrer, tout ça, je crois que c'est autant d'obstacles, des questions qui se posent, mais il faut aussi qu'on soit réaliste que c'est une transition. On passe d'un modèle classique, et moi je veux dire à un modèle conventionnel. Justement, professeur Sezibera, je veux justement savoir, si je vous ai bien suivi, vous dites que j'ai l'impression que les médecins doivent être plus que médecins, ils doivent également jouer le rôle des psychologues. Oui, les obstacles et les défis n'empêchent que la télémédecine reste une réalité et on ne peut pas se passer de cette réalité. C'est plutôt dire comment fonctionner ayant à l'esprit ces défis, et ça affecte même la formation actuelle, je me dis, qu'on doit avoir, qu'on doit développer. La formation du médecin aujourd'hui devrait être différente de la formation classique médicale des médecins d'antan. Je pense qu'on va retrouver le docteur Sezibera. Justement, je lui ai posé cette question. Lui, il pense que, vous l'avez déjà évoqué, on doit pouvoir casser ou peut-être revoir l'enseignement de la médecine aujourd'hui. Mais pour revenir à l'actualité aujourd'hui, nous avons le Covid-19 qui, en tout cas, qui fait peur, qui ravage des vies humaines, qui balaye notamment en Europe et même ici sur notre continent africain. Comment aujourd'hui, par exemple, vous de Babil, nous avons par exemple un centre de collecte d'informations et autres que le ministère de la Santé avec le centre biomédical du Rwanda, il y a la police, il y a tout un arsenal qu'on a de commandement et de collecte des informations. Vous,
par rapport à des consultations que vous avez aujourd'hui, vous avez des cas des gens des Covid qui vous appellent, des gens qui présentent des symptômes. Et qu'est-ce que vous faites de ces informations? Il est vrai que en ces temps-ci, où nous faisons face à la pandémie du Covid-19, il y a cette anxiété déjà qui fait que la population a beaucoup de questions. Est-ce que je suis à risque? Est-ce que les symptômes que je présente sont des symptômes du Covid? J'ai un écoulement nasal. Est-ce que ils ont besoin de poser ces questions-là? Et le type de service que nous offrons leur permet d'avoir accès à une information de qualité, à une information vérifiée, à une information synchronisée avec les protocoles du ministère de la Santé. Ça, c'est un. Comme je disais aussi, nous accueillons par moyenne à peu près 3500 patients par jour. Ceci veut dire que nous avons la possibilité de faire un screening, de poser des questions à 3500 patients pour chercher des signes qui pourraient nous orienter vers le Covid. Ceci nous met dans une position de force pour que même quand le patient ne présente pas des signes de Covid-19, que nous puissions lui donner un message d'éducation, de prévention pour le Covid-19. Quand nous avons un patient qui est suspect, nous suivons les protocoles du ministère de la Santé. Nous demandons au patient de s'isoler à domicile, de rester seul, de protéger son environnement direct, et nous le mettons en relation avec la ligne de RBC, qui est le 114, pour que le patient, si vraiment il est suspect, puisse être évacué dans des conditions sanitaires de sécurité. C'est-à-dire que vous le faites en collaboration avec RBC, qui est le Centre biomédical du Rwanda, mais également le ministère de la Santé. Docteur Elie, vous êtes là. Et vous, en France aujourd'hui, comment est-ce que la télémédecine est utilisée au service de la prévention contre le Covid? Est-ce que les patients... vous arrivez à rassurer les gens, par exemple, qu'on a ici, qui présentent peut-être des symptômes qui ne sont pas nécessairement ceux du Covid-19, peut-être qui sont apparentés? C'est un peu pareil que ce qui se passe pour ça. C'est que, comme je vous ai dit, les patients sont en contact continu avec leur médecin de famille. Et moindre problème, il y a une consultation en ligne qui se met en place. S'il y a besoin, par exemple, des examens biologiques, de prise de sang, là, il y a une équipe d'infirmières qui travaille en équipe avec les médecins traitants, qui va passer à domicile faire la prise de sang, amener les échantillons au laboratoire et récupérer les résultats qui sont eux-mêmes envoyés directement chez le médecin traitant. En fonction des résultats biologiques et bien sûr de l'évolution du patient à domicile, le médecin va essayer de rassurer le patient si besoin, envoyer on a une technique ici où on télécharge les ordonnances et le patient peut imprimer et envoyer, l'infirmière va récupérer l'ordonnance pour aller chercher les médicaments. Et si le médecin voit que quand même la situation commence à s'aggraver, il contacte le SAMU, qui est un service médicalisé qui s'occupe d'évacuer les patients du domicile jusqu'à l'hôpital en ayant déjà octroyé les premiers soins. Et c'est le service du SAMU qui va s'occuper du transfert du patient de chez lui aux urgences. Il y a pas mal de patients qui ont été pris en charge du début jusqu'à la guérison de l'infection sans avoir été en contact avec le médecin. Après, c'est pas vraiment l'idéal. J'essaie de me mettre en place du malade qui est seul chez soi et qui ne doit utiliser que son téléphone. Personnellement, j'aimerais quand même être avec le médecin, être rassurée, mais là, il n'y a pas le choix. Il faut penser aussi à la sécurité du
du médecin, il faut aussi penser à la sécurité d'autres patients qu'il faut protéger. Et raison de plus pour dire que la télémédecine ne doit pas remplacer la relation malade-médecin. C'est vraiment une technique qu'on peut utiliser quand on n'a pas d'autre choix. Il y a une question qui a été évoquée ici par rapport à la législation, par rapport au secret qui doit exister entre le médecin et son patient. Disons-nous la vérité, est-ce qu'avec les outils informatiques, que ce soit les appareils téléphoniques, les ordinateurs et autres, on ne sait pas qui est entre le patient et son docteur, qui écoute ou qui, en tout cas, qui a un œil regardant par rapport à la communication entre le patient et son médecin. Est-ce que là également, que dit là, par exemple, la loi en France, là où vous êtes, la législation? Est-ce que y a-t-il une assurance par rapport à ce secret qui doit exister entre le médecin et son patient? Alors ici, déjà, on a ce qu'on appelle la messagerie sécurisée, c'est-à-dire que légalement, je n'ai même pas le droit d'envoyer quoi que ce soit par une messagerie classique. Si j'envoie une ordonnance par WhatsApp, par exemple, ça peut m'apporter des préjudices. Donc, on a une messagerie sécurisée mise en place par l'agence sanitaire, ce qui veut dire que cette messagerie n'est utilisée que dans le cadre médecin-malade. Donc, quand je fais la consultation, j'ai une messagerie spécifique pour le malade. Par cette messagerie, je vais recevoir, par exemple, les résultats du patient et je vais aussi passer par cette voie-là pour communiquer, lui donner ses ordonnances. En dehors de ça, c'est sûr qu'on ne peut pas être sûr du secret médical. On le sait très bien, que ce soit WhatsApp ou d'autres systèmes qu'on peut utiliser, on n'est pas à l'abri. Et ici, on est vraiment beaucoup sous la loi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Comme je vous dis, je ne peux pas envoyer au patient par un message, un texto. Je suis obligée de passer par cette messagerie cryptée et qui est une messagerie en fait de sécurité qui ne peut pas être détournée. Et du moment où je suis passée par cette voie, je suis couverte. Et quoi qu'il arrive, je dirais, je suis passée par la voie que vous m'avez donnée. En dehors de ça, même le patient, il peut porter plainte. Docteur, donc, il faut vraiment faire attention avec ces techniques. Il ne faut pas seulement se jeter dessus. Il faut que ça reste une technique qui est très contrôlée. Faire très attention pour garder le secret médical qui est la base même de la relation entre médecin et son patient. Docteur Sezibera, on parle de la protection de la loi, on parle du secret qui doit être tenu entre le médecin et son patient. On parle de tout ça, mais on parle également des appareils électroniques et surtout de ces nouvelles technologies de l'information, de la communication. Je disais tout à l'heure, on pense que c'est le docteur qui est à l'autre bout du téléphone. Ça peut être également n'importe qui, ça peut être voilà, un appel peut être dévié ou on peut être écouté, on peut être par exemple être mis sur écoute. Si jamais tout ça est garanti par la protection de la loi et tout ça, comment est-ce que le médecin arrive à rassurer? Quel langage un médecin, par exemple, doit-il avoir, tenir par rapport à son patient pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles à pouvoir s'ouvrir à lui? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe au Rwanda,
Mais en France, c'est le patient qui prend rendez-vous en ligne. C'est par des sites et des logiciels qui sont sous surveillance du ministère. Et le médecin avec qui on prend rendez-vous, il est connu. Donc, on est sûr et certain que la personne qui est en face de nous, c'est tel médecin. Moi, la plupart des malades que je vois, c'est des malades que j'ai déjà vus en cabinet. Jusque-là, on n'a jamais eu de problème de cet ordre-là. Et à chaque fois que je commence la consultation avec un nouveau patient, je commence par le rassurer en lui disant que de toute façon, il n'y a aucun risque et que, par exemple, avant de commencer la consultation, le patient doit donner ses coordonnées bancaires. Et il faut aussi le rassurer que voilà, c'est pas évident de révéler ses coordonnées bancaires. Et comme c'est quand même un système avant de la mettre en place, tous ces problèmes-là ont d'abord été étudiés. C'est pas je prends mon téléphone, j'appelle un patient par la voie classique. Là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des surprises. Donc, c'est vraiment un logiciel bien spécifique, bien contrôlé par lequel on passe. C'est pas je prends mon téléphone, j'appelle. Comme vous dites, on peut tomber sur n'importe qui, sur n'importe qui. Voilà. Donc, le rôle aussi du médecin, c'est de rassurer le patient et sur le secret médical et bien sûr aussi sur son lien avec son malade. Professeur Sezibira, vous qui êtes psychologue, vous avez entendu les explications de ces deux docteurs que nous avons avec nous. Est-ce que les seuls propos d'un docteur suffisent pour rassurer le patient? Écoutez, vous êtes en sécurité, la communication entre nous, écoutez, c'est juste entre nous. Pourtant, par exemple, le centre de coordination ou le call center, comme on dit, il y a des gens qui sont... des ingénieurs qui coordonnent toute cette communication. Comment est-ce que le patient se rassure? Quels mots, quel langage, quels propos doivent tenir les médecins pour rassurer ce patient? Oui, merci beaucoup. Je pense que les collègues l'ont bien dit. Il faut à la fois ventiler la télémédecine avec la façon, je vais dire, habituelle de voir les médecins. La télémédecine ne devrait pas remplacer les modèles classiques traditionnels. Et on sait qu'il y a des bienfaits, comme je l'ai dit tantôt. On peut, par télémédecine, faire un suivi des patients, on peut renouveler, revoir les prescriptions, renouveler les ordonnances, revoir les posologies. Mais là, ça fait que ça facilite l'accessibilité. Mais on doit faire attention maintenant à l'acceptabilité de ces modèles par les patients. Par acceptabilité, c'est voir si les patients adhèrent à cette façon de faire. Et je suis content que la collègue en France le dise bien que c'est les patients qui appellent. En d'autres termes, je dirais, les patients adhèrent et font les choix de passer du modèle classique au modèle moderne de la télémédecine. Le fait d'appeler, c'est dire oui, voilà. Et j'insisterai personnellement à ce fait que les patients doivent être considérés dans la décision, mais pas se voir imposer seulement la télémédecine comme une option. Mais il faut que les patients soient associés dans ces choix, dans ces décisions, et les soignants d'être attentifs aux hésitations et de rassurer, comme les deux collègues l'ont dit, et de comprendre que, par exemple, il est temps que les patients viennent en clinique et d'utiliser les services de SAMU pour soit des examens en laboratoire, voilà. Donc,
je ne dirais pas vraiment être rigide et orienté par les seuls modèles. Mais dans le domaine, par exemple, de la santé mentale, on sait voir que la télémédecine fait des progrès énormes, surtout autour de certaines pathologies autour desquelles il y a les stigmas, les rejets, la hantise d'aller voir les médecins. Des fois, il y a des patients qui commencent en télémédecine et qui vont passer en clinique après. Parce qu'avec les modèles télé, ça fait que le patient a été éduqué, rassuré, et on a travaillé sur la question du stigma autour de sa pathologie. Grosso modo, j'allais dire vraiment les soignants être attentifs aux hésitations que les patients peuvent avoir et être flexibles de passer à un modèle à l'autre, pas seulement être fixé à un seul modèle. Docteur Patrick, je pense que les explications données par votre collègue et même le professeur Césuera sont claires. Mais vous, par exemple, nous avons vu les images de toute une équipe qui coordonne, qui accueille les appels. Ces gens ont quelle qualification, par exemple, votre équipe? Pour le moment, nous nous focalisons sur des soins de santé primaire. Nous employons des infirmières et des médecins généralistes. Les gens qu'on voit en image là-bas, ce sont des infirmières de formation et des généralistes? La majorité sont des infirmières et des médecins, mais nous avons aussi le staff de, comment on appelle, call center staff, pour les, comment dire ça en français, pour le service après-vente, si vous préférez. Okay. Un patient a consulté notre service, il n'a pas reçu son code de prescription, il va se plaindre et puis l'agent du call center va s'occuper du cas. C'est beaucoup plus ce genre de staff que nous avons, des médecins, des infirmiers et des agents de service. Et aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, est-ce que les priorités ont changé? Par exemple, vous avez une mobilisation, par exemple, d'une partie de l'équipe fixée sur les cas du Covid-19? Non. Vous faites le business comme d'habitude? Pour nous, c'est business comme d'habitude. Nous observons un pic en termes de nombre de patients, ce qui est logique vu la distanciation sociale qui est de mise en ces temps-ci. Et comme disait notre collègue en France, la distanciation sociale est importante dans la communauté, mais aussi dans les facilités sanitaires, vu que le médecin aussi doit être protégé, le patient doit être protégé. Cela fait que beaucoup de patients qui sont soit dans l'impossibilité de quitter le domicile pour aller chercher des soins, soit qui ont été demandés de s'isoler à domicile, ont des questions, ont des besoins de santé. Comme vous disiez, le coronavirus n'arrête pas les autres maladies. Ils ont des pathologies et ils ont besoin de soins et ils nous appellent pour cela. Comme on dit, vous avez rencontré la résistance, peut-être les gens qui n'ont pas beaucoup compris ce que vous faisiez au départ. Vous vous dites à quelque chose malheur est bon. Vous pensez qu'avec cette situation actuelle, les gens vont comprendre davantage l'importance de cette télémédecine? J'hésite de dire qu'à quelque chose malheur est bon, mais le fait est que... Si, par exemple, aujourd'hui, on a compris qu'on peut rester à la maison, on peut passer tout un week-end à la maison avec les enfants, on peut comprendre qu'on ne doit pas on ne doit pas sortir pour sortir. Par exemple, il y a plein de leçons qu'on apprend, mais justement, sur ce qui vous concerne, vous pensez que les choses vont changer? Le regard que la société portait sur la télémédecine va changer? Le regard que la société portait sur la télémédecine a déjà changé. Comme disaient nos collègues, c'est déjà une pratique courante en France, c'est une pratique courante aux États-Unis, au Royaume-Uni. La télémédecine fait partie de la médecine aujourd'hui. Quand nous avons commencé en 2016, nous étions au niveau de la médecine traditionnelle, de la médecine alternative. Aujourd'hui, nous faisons partie intégrante de la médecine, au point que les gouvernements, les universités commencent à parler de l'intégration de la télémédecine dans le curriculum académique des universités. À mon avis, il y aura un avant coronavirus et un après coronavirus.
Voilà ce qui est bien dit. Je pense que c'est là que nous allons mettre un point final à notre émission Majuscule Propos, le numéro d'aujourd'hui. Je remercie le docteur Elie Rwabihama. Il est médecin en France. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose? Quelques secondes, s'il vous plaît. J'aimerais, ça c'est personnel, que la télémédecine, la téléconsultation, c'est un outil complémentaire. Et jamais contact malade-médecin ne pourra jamais être remplacé. Que la télémédecine vienne compléter, qu'un malade soit vu un jour en télémédecine, un jour en direct, que ça se mêle mais qu'il n'y ait pas une télémédecine à côté de la médecine classique. À côté, c'est un danger et il faut qu'on reste vigilant parce qu'un malade avec son médecin, ça c'est un lien, c'est ce qui fait la noblesse de la médecine. Et ça sera jamais, jamais remplacé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité en cette période de vache maigre, je peux dire des difficultés auxquelles fait face le monde. Merci également au professeur Vincent Sezibera. Lui, il est psychologue, il intervenait depuis le sud du Rwanda à Rouillé. Merci beaucoup, docteur. Merci au docteur Patrick. Vous êtes médecin directeur de Babil, Rwanda, c'est ça? Tout à fait. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur la télévision rwandaise. Je m'appelle Eddy Sabiti. L'émission, c'est Majuscule Propos. Je vous retrouve très prochainement. Et surtout, restez chez vous.